Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro d'Express Orient. Au programme cette semaine, les suites de l'affaire Khashoggi, un assassinat politique et prémédité selon Recep Tayyip Erdogan, mais le président turc n'accuse personne. Nous nous rendrons ensuite au Liban, terre d'accueil pour des millions de réfugiés syriens. Le pays organise désormais le retour de ses populations déplacées. Et puis, coup de projecteur sur l'héritage de Sœur Emmanuelle. La religieuse a consacré sa vie aux plus démunis en Égypte. Son œuvre perdure encore. Jamal Khashoggi, victime d'un assassinat politique, un assassinat barbare. Ce sont les mots du président turc devant les élus de son parti, l'AKP. Une allocution très attendue, mais pas de révélation fracassante. Le président turc a au contraire adopté un ton très mesuré à l'égard de Riyad. Ce sont pourtant bien les Turcs qui ont, dès le début de cette affaire, laissé entendre que le journaliste saoudien avait bien été tué dans l'enceinte du consulat d'Istanbul. À quoi joue donc le président turc? Élément de réponse avec Inès Olagaray. Voici les images à l'origine de toutes les spéculations dans l'affaire Jamal Khashoggi. Le journaliste entre dans le consulat saoudien d'Istanbul. Nous sommes le 2 octobre. C'est la dernière fois qu'il est aperçu vivant. Depuis ce jour, la Turquie ne cesse de souffler le chaud et le froid. Les médias pro-gouvernementaux divulguent au compte-gouttes des informations incriminant Mohammed Ben Salman, alors qu'Ankara se garde de viser officiellement le prince héritier saoudien. La conscience internationale ne sera apaisée que lorsque toutes les personnes impliquées, des exécutants aux commanditaires, auront été punies. La Turquie est en position de force face à l'Arabie saoudite, la plus grande puissance de la région. L'occasion pour Recep Tayyip Erdogan de redistribuer les cartes du jeu politique et de faire de cette crise une opportunité. Il est en train de dealer, de négocier en secret, et avec les Américains, l'avenir de la Syrie, avec les Kurdes, et avec les Saoudiens, le montant des investissements qu'ils pourraient injecter en Turquie. Et puis, ceux qui vont être gagnants, c'est le Qatar qui, sans rien faire, voit son image remonter, et surtout l'Iran. Avec la mort du journaliste Jamal Khashoggi, Recep Tayyip Erdogan détourne également l'attention de la situation dans son pays et de la censure que subit la presse turque. Il a réussi à se positionner comme un sauveur, comme celui qui divulgue des informations qui étaient si difficiles à faire avouer au régime saoudien. Et si la Turquie n'avait pas été si tenace pour divulguer ces informations au compte-gouttes, les Saoudiens n'auraient probablement jamais avoué qu'un meurtre avait eu lieu. Au lieu de déclencher une crise entre les deux pays, l'affaire Khashoggi pourrait permettre à Ankara d'obtenir des concessions dans certains de ses dossiers avec Riyad. L'Arabie saoudite est un pays important pour nous, c'est un pays frère et ami et nous avons beaucoup de partenariats. Nous ne voudrions pas que cette relation soit abîmée. Certains accusent Recep Tayyip Erdogan de faire durer l'affaire Khashoggi le plus longtemps possible afin de négocier des contreparties et de montrer que l'avenir du prince héritier Mohammed Ben Salman reste bien entre ses mains. Journaliste influent dans le monde arabe, Jamal Khashoggi avait choisi les États-Unis comme terre d'exil. Karen Attia est éditrice en charge des opinions au Washington Post. Elle était l'une des amies et collègues de Jamal Khashoggi. Elle a aujourd'hui accepté de se confier à Sanam Chantier, notre consoeur de la rédaction anglophone de France 24. Voici son témoignage. Jamal était un homme bon et intelligent, un esprit brillant. Il voulait constamment écrire et était très attaché à son pays. Et ça ressortait clairement dans nos conversations et dans ses articles pour le Washington Post. Il ne voulait pas être un opposant ou un rebelle, il avait juste envie d'écrire, c'est tout ce qu'il voulait. Et moi j'appréciais ça en tant que rédactrice en chef. Je pense que cette histoire fait écho à la vie personnelle des gens. C'est l'histoire d'un homme qui voulait simplement se marier et qui est tombé dans un piège mortel. Mais en même temps, ces mots résonnent encore plus aujourd'hui. On a juste essayé de le faire taire. Mais ils n'ont pas réussi à tuer ces mots, et maintenant ces mots sont lus partout dans le monde et dans plusieurs langues. En fait, ils ont fait de lui un héros en quelque sorte. Au commencement du conflit, il y a plus de 7 ans, des millions de Syriens ont été jetés sur les routes. Contraints à l'exil, ils sont allés trouver refuge en Europe ou dans des pays voisins comme la Turquie, la Jordanie ou encore le Liban. Depuis que le régime a repris le contrôle de la majorité du territoire, ces populations sont invitées à rentrer. À Beyrouth, des retours collectifs ont été mis en place. Regardez.
Chaque semaine, des dizaines de Syriens se massent dans ce stade près de Beyrouth, comme Naam et ses enfants. Après plusieurs années réfugiés au Liban à cause de la guerre qui ravage la Syrie voisine, ils ont décidé de rentrer chez eux. On est content et hésitant à la fois. Là-bas, les prix sont élevés, il n'y a pas de travail, la vie est difficile aussi. Mais Dieu merci, dans notre région, c'est calme. Notre maison tient encore debout, nos proches vivent là-bas, sur notre terre, avec nos bêtes. Ça ira bien, Dieu merci. Comment tu t'appelles? Naamé? C'est bon, tu peux monter, doucement, un par un. Naamé rentre seul vers la province de Hama. Son mari restera au Liban encore quelques mois. Un au revoir difficile vers un pays qu'ils ont quitté il y a presque 6 ans. Depuis plusieurs mois, les autorités libanaises et syriennes se coordonnent pour organiser des retours volontaires et gratuits vers la Syrie. Près de 6000 personnes sont ainsi rentrées en 2018. Rawad et sa famille repartent vers la Routa orientale près de Damas, reprise au début de l'année par l'armée syrienne. Qu'est-ce que je peux dire? Que de sentiments. Je vais revoir ma maison, je vais revoir mes champs. Honnêtement, ce sont des sentiments indescriptibles. Dans ses sacs, Rawad a mis tout ce qu'il possède. Et il faut se battre un peu pour être certain de tout emporter. Ce jour-là, près de 150 réfugiés monteront dans ses bus, mais Rawad laisse derrière lui ses 3 frères. On le retrouve quelques semaines plus tard, dans la maison familiale auprès de son père, qui attend impatiemment le retour de tous ses enfants. J'étais déprimé que mes enfants aient quitté le pays. Je pleurais quand on parlait au téléphone. Dieu merci, 2 sont déjà rentrés. J'espère que les autres vont suivre. Quand mes enfants seront près de moi, je serai le plus heureux du monde. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ce couturier de profession cherche maintenant un travail. Son ancien atelier a été pillé. La cherté de la vie libanaise et les victoires du régime syrien l'ont poussé à rentrer chez lui. Mais ses retours restent encore très limités comparés aux 5 millions de Syriens qui ont quitté leur pays à cause de la guerre, dont plus d'1 million vers le Liban. Beaucoup ont fui la destruction et rien ne les attend en Syrie. Elle n'aimait pas les honneurs, mais depuis son paradis, sœur Emmanuelle doit être fière de ce qu'elle a accompli. 10 ans après sa disparition, le Caire se souvient encore de son œuvre. Portée par sa foi et une générosité sans pareille, la populaire religieuse a offert un avenir aux enfants Zahabaline. C'est une communauté de chrétiens coptes marginalisés en Égypte. Florence Gaillard et Peter O'Brien. Au milieu des décharges du Caire, un sanctuaire de calme et de propreté. C'est là que sœur Emmanuelle a fondé une école il y a 30 ans pour les enfants de la communauté Zahabaline. Plus connus sous le nom de chiffonniers du Caire, ces coptes chrétiens, exclus de la société égyptienne, sont au cours du siècle dernier devenus cantonnés à la collecte des détritus de la capitale. 70 000 personnes vivent dans cet océan de misère et de saleté, ce qui ne les empêche pas d'avoir trouvé la dignité dans l'enseignement de la religieuse franco-belge. S'il n'y avait pas eu cette école, je n'aurais pas terminé mes études. Je serais peut-être allée en primaire, ou peut-être pas du tout. Je ne serais certainement pas allée à l'université et devenue professeure. Ici, sœur Emmanuelle a vécu les années les plus marquantes de sa vie. Après avoir travaillé à Istanbul, Tunis et Alexandrie, elle trouve des enfants dans des poubelles géantes en plein milieu du Caire. Elle a l'âge de la retraite, mais demande à sa supérieure de partager leur vie. Moi, j'ai été vraiment privilégiée. J'ai pas le droit de garder pour moi les richesses que la Belgique m'a données. Je dois les donner aux autres. J'ai voulu offrir aux enfants une éducation forte qui leur permettrait d'être, comme on dit, des citoyens debout. Mais les temps sont durs pour l'école de sœur Emmanuelle. Depuis que l'Égypte est débitrice du FMI, les mesures d'austérité s'accumulent, tandis que les prix augmentent. Un tiers des habitants vit dans la pauvreté et beaucoup de parents ont du mal à payer les fournitures scolaires ou même les vêtements de leurs enfants. Pourtant, les héritiers de sœur Emmanuelle veulent garder son message intact. Elle avait coutume de dire « Yallah », c'est-à-dire en arabe,
En avant, continuons. Et puis avant de nous quitter, je vous propose une petite escale gourmande à Amman, en Jordanie. C'est le tout premier festival international de dattes, charnues et mielleuses. Les dattes medjool cultivées dans la vallée du Jourdain se font d'ailleurs progressivement un nom sur la scène internationale. Elles représentent 14% du marché mondial. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 pour la suite de nos programmes.